le divorce. Ce mot que tu ne croyais jamais appliquer à ta propre histoire. Et pourtant, il est arrivé. Peut-être que tu l'as vu venir progressivement, que tu as senti la relation se défaire morceau par morceau sur des mois ou des années. Peut-être que ça t'a frappé de façon plus soudaine que tu ne t'y attendais. Dans tous les cas, tu te retrouves maintenant de l'autre côté de ce mur et tu portes une question que tu n'oses peut-être même pas formuler clairement à voix haute. Est-ce qu'il y a encore une chance ? Est-ce que ce qui a existé entre nous peut exister à nouveau d'une façon ou d'une autre ? Est-ce qu'un retour après le divorce est quelque chose de réellement possible ? Je vais te répondre honnêtement aujourd'hui. Pas avec des promesses faciles, pas avec des formules magiques, avec la vérité, nuancée, complète et respectueuse de la complexité réelle de ce que tu traverses. Avant de plonger dans cette conversation importante, je veux te dire quelque chose. L'un des premiers signaux que tu peux t'envoyer à toi-même dans une période difficile comme celle-ci, c'est de prendre soin de ton image, de ta présentation, de comment tu te perçois quand tu te regardes dans un miroir. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas superficiel, c'est une façon concrète de recommencer à te respecter et à te voir différemment. Sur isabellacruzio.com, j'ai sélectionné des accessoires pour l'homme qui veut reprendre confiance et se présenter avec élégance au monde. Livraison internationale disponible et chaque commande soutient notre travail ici pour vous. Lien en description. La première vérité que je veux établir clairement dès le départ, c'est que oui, des couples se reforment après un divorce. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas rare au point d'être une exception statistique négligeable. Des personnes séparées légalement ont reconstruit quelque chose ensemble, et parfois quelque chose de plus solide et de plus conscient que ce qu'ils avaient eu la première fois. Mais, et c'est un mais essentiel, ces retours ne se produisent pas de la façon dont la plupart des hommes les imaginent et les tentent. Ils ne se produisent pas par la supplication. Ils ne se produisent pas par la démonstration que tu as changé avec des mots et des promesses. Ils ne se produisent pas en restant dans la même version de toi-même qui a participé à la création des problèmes qui ont mené au divorce. Ils se produisent dans un contexte très précis, après un travail très réel et avec un état d'esprit radicalement différent de celui que la douleur du divorce génère naturellement. La première chose à comprendre et à accepter pleinement, même si c'est douloureux, c'est que le divorce est un deuil. Pas seulement le deuil de la relation, le deuil d'un avenir imaginé, le deuil d'une identité construite à deux. Et comme tout deuil, il a des phases incontournables. Il y a le choc initial, la colère, parfois contre elle, parfois contre toi-même, parfois contre la situation en général. La tristesse qui vient ensuite et qui peut être profonde. Et enfin, si on la laisse venir, l'acceptation. Beaucoup d'hommes qui veulent un retour sautent ces phases. Ils veulent aller directement du choc à la solution, du divorce à la réconciliation, sans traverser vraiment les étapes intermédiaires. Et c'est une erreur qui coûte cher. Parce qu'on ne peut pas construire quelque chose de nouveau et de solide sur une fondation qui n'est pas guérie, sur un sol émotionnel encore instable et plein de non-dits. La deuxième chose fondamentale, et c'est peut-être la plus difficile à faire honnêtement, c'est d'identifier sa propre part dans ce qui a mené au divorce. Pas seulement ses erreurs à elle, ta part, tes comportements, tes schémas, tes peurs, tes résistances, les conversations que tu as évitées, les besoins que tu n'as pas exprimés, les besoins qu'elle exprimait et que tu n'entendais pas vraiment, les moments où tu t'es fermé plutôt que de t'ouvrir. Ce travail d'introspection honnête n'est pas une punition. Ce n'est pas pour te flageller et te convaincre que tu es fondamentalement mauvais. C'est pour identifier précisément ce qui doit changer réellement. Pas dans les mots que tu utilises, pas dans les promesses que tu fais, mais dans qui tu es et comment tu fonctionnes dans une relation proche. La troisième chose, et celle-là va peut-être te sembler contre-intuitive si tu veux un retour, couper le contact temporairement, complètement ou du moins de façon très significative. Pas pour punir, pas pour jouer à des jeux stratégiques, mais parce que rester en contact constant juste après un divorce, appeler, envoyer des messages, chercher à savoir comment elle va, chercher des occasions de lui parler, maintient les deux personnes dans une dynamique de blessure, de pouvoir et de non-résolution. Ça empêche le vrai deuil de se faire. Ça empêche la vraie transformation de commencer. Et ça maintient l'image de toi dans son esprit comme l'homme de la douleur du divorce, pas comme quelqu'un qui aurait changé. La distance temporaire crée l'espace nécessaire pour que vous puissiez tous les deux réellement vous recentrer, évoluer et qu'une future interaction éventuelle se fasse dans un cadre totalement différent. Pendant cette période de distance, c'est là que le vrai travail commence. Reprendre des activités qui te nourrissent et te définissent en tant qu'individu. Reconstruire des relations sociales peut être négligées pendant le mariage. Travailler sur les schémas émotionnels qui ont contribué aux problèmes relationnels, avec l'aide d'un coach, d'un thérapeute, d'une formation,
ou d'une démarche personnelle sérieuse, se fixer des objectifs professionnels ou personnels et les poursuivre avec engagement, reconstruire une santé physique et une image qui reflète quelqu'un qui prend soin de lui. Tout ça ensemble crée une transformation réelle, pas une performance de transformation, une vraie, et c'est cette transformation que l'autre finira par percevoir, d'une façon ou d'une autre, si elle y est exposée. Quand le contact reprend, et dans de nombreuses situations, il reprend naturellement, surtout quand il y a des enfants, des situations pratiques communes ou des amis en commun, c'est une version fondamentalement différente de toi qui doit apparaître. Pas différente dans les mots, différente dans l'énergie, dans la façon dont tu gères les interactions, dans ta stabilité émotionnelle face à des situations qui t'auraient auparavant déstabilisé, dans ton absence de besoin de sa validation ou de son approbation. C'est cette différence perçue qui crée parfois la curiosité, parfois la surprise, parfois une ouverture là où il semblait n'y en avoir aucune. Et je dis parfois parce que rien n'est garanti, parce que toutes les situations sont différentes et parce que la transformation que tu fais pour toi doit avoir de la valeur indépendamment du résultat amoureux. Il y a aussi une vérité difficile que je dois partager avec toi honnêtement. Il y a des situations où le retour n'est pas la bonne chose, même si c'est ce que tu veux en ce moment. Quand la relation a été fondamentalement toxique pour l'une ou l'autre personne. Quand les incompatibilités profondes de valeurs ou de mode de vie sont réelles et non réconciliables. Quand la douleur du passé est trop profonde pour que la reconstruction soit saine. Dans ces situations, le désir de retour peut être davantage une réaction à la douleur et à la peur de la solitude qu'un vrai choix éclairé. Et dans ces cas, la vraie victoire, même si elle est douloureuse à atteindre, c'est de construire une vie épanouissante sans l'autre et d'ouvrir la porte à une relation future qui soit vraiment alignée avec qui tu es devenu. La vraie question à te poser n'est donc pas seulement « est-ce que je peux la récupérer ?» La vraie question est « qui dois-je devenir ?» Parce que si tu deviens la meilleure version de toi-même, plus solide émotionnellement, plus ancré dans ton identité, plus conscient de tes schémas, plus aligné avec tes valeurs, alors deux choses peuvent arriver. Soit elle perçoit cette transformation et une reconnexion devient possible dans un contexte entièrement nouveau, soit tu construis une vie tellement enrichissante et épanouissante que tu attires quelqu'un qui correspond encore mieux à qui tu es vraiment devenu. Dans les deux cas, tu gagnes. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur la façon dont le temps fonctionne dans ce contexte. Beaucoup d'hommes qui veulent un retour après divorce sont dans une urgence intérieure intense, ils veulent des résultats rapides, ils veulent voir des signes de changement dans la relation de l'autre rapidement. Et cette urgence, même quand on essaie de la cacher, se ressent. Elle se manifeste dans des petits comportements. Vérifier si elle a vu tes messages, analyser le moindre de ses comportements pour y chercher des signes d'ouverture, faire de légers commentaires sur le fait que tu as changé. Et ces comportements disent exactement ce qu'il ne faut pas dire. J'ai toujours besoin de toi. Je ne suis pas encore dans ma propre vie. Je n'ai pas encore vraiment changé. La véritable transformation a un rythme. Elle ne peut pas être accélérée par le désespoir. Et l'absence d'urgence, la capacité à vivre ta vie pleinement sans attendre de résultats amoureux précis, est paradoxalement ce qui crée le plus d'espace pour que quelque chose de nouveau soit possible. Je veux aussi parler de la question des enfants, parce que beaucoup de divorces impliquent des enfants communs, et cette réalité change certains aspects de la dynamique. Quand il y a des enfants, le contact ne peut pas être totalement coupé. Il y a des arrangements pratiques, des décisions à prendre ensemble, des moments de vie d'enfant à partager dans une certaine mesure. Et ces moments de contact peuvent être soit des occasions de tension et de continuation des vieilles dynamiques douloureuses, soit des occasions de montrer qui tu es devenu. La façon dont tu te comportes dans ces interactions, avec calme, maturité, sans rancœur apparente, sans manipulation, dit quelque chose de très fort à l'autre personne, plus fort que n'importe quel discours. Et il y a une dernière chose que je veux dire sur le divorce et la possibilité de retour. Parfois, la meilleure preuve de ta transformation n'est pas que tu la récupères, c'est que tu peux être en relation avec elle, pour coparenter, pour gérer des questions pratiques communes, avec grâce et dignité, sans douleur excessive, sans jeu de pouvoir. Ça, c'est la vraie preuve que tu as travaillé sur toi. Et cette capacité, elle est attractive dans tous les sens du terme. Elle dit que tu es devenu quelqu'un de vraiment différent. Je veux aussi te parler de quelque chose qu'on n'aborde presque jamais dans ce type de contenu et qui est pourtant fondamental. La façon dont tu perçois et traites ta propre douleur émotionnelle influence directement qui tu attires et comment tes relations se déroulent. Beaucoup d'hommes ont appris, souvent depuis l'enfance, que les émotions fortes doivent être contenues, minimisées, gérées en silence, que montrer de la vulnérabilité est un signe de faiblesse,
que les hommes forts ne se plaignent pas et avancent quoi qu'il arrive. Et cette programmation profonde crée des hommes qui accumulent des émotions non traitées, qui les enfouissent, qui les compensent avec du contrôle, de la distance ou au contraire avec une intensité émotionnelle excessive dans les relations proches. Et ces émotions enfouies finissent toujours par influencer les comportements, souvent de façon subtile mais très réelle dans les dynamiques relationnelles. L'homme qui a appris à être en contact avec ses émotions, pas à s'y noyer, mais à les reconnaître, à les accueillir, à les traiter, cet homme a quelque chose de profondément différent dans ses interactions. Il peut être proche émotionnellement sans être envahissant. Il peut être stable sans être froid. Il peut exprimer ce qu'il ressent sans que ça prenne tout l'espace. Et cette capacité-là, cette intelligence émotionnelle cultivée, est l'une des qualités les plus attractives qu'un homme puisse développer. Non pas parce que ça plaît théoriquement, mais parce que ça crée une dynamique relationnelle fondamentalement différente, plus saine, plus profonde, plus épanouissante pour les deux personnes. Il y a aussi la question de tes expériences passées et de comment elles se sont inscrites dans ton corps et dans ta façon de te comporter. Quand on a vécu des expériences difficiles dans des relations, des rejets, des abandons, des trahisons, des dynamiques toxiques, le corps s'en souvient. Et il développe des réflexes de protection automatiques, se fermer rapidement quand quelque chose semble menaçant, contrôler l'autre pour ne pas être surpris, fuir l'intimité avant qu'elle devienne trop intense, ou au contraire s'accrocher avec intensité par peur de perdre encore. Ces réflexes ont été utiles à un moment donné, ils t'ont protégé. Mais dans tes relations actuelles, ils créent des dynamiques qui ne correspondent plus à ce dont tu as réellement besoin. Et les reconnaître, vraiment les reconnaître, pas juste intellectuellement, mais dans tes comportements concrets, est la première étape pour les transformer progressivement. Je veux également parler de la question de l'amitié dans les relations amoureuses parce que c'est souvent un élément manquant dans beaucoup de relations qui échouent. L'attraction physique et émotionnelle est nécessaire au début d'une relation. Mais ce qui fait qu'une relation dure réellement dans le temps, ce qui la maintient vivante et épanouissante sur des années, c'est aussi une forme d'amitié profonde. Le fait d'apprécier vraiment être avec l'autre en dehors de la dimension romantique. De partager des rires, des intérêts, des façons de voir le monde. De se soutenir mutuellement dans les défis quotidiens, de se voir comme un allié plutôt que comme quelqu'un à conquérir ou à satisfaire. Et beaucoup d'hommes qui cherchent des relations amoureuses oublient de chercher cette dimension d'amitié profonde et se retrouvent dans des relations intenses mais vides de cette connexion fondamentale. Il y a encore quelque chose d'important à comprendre. La façon dont tu gères ton temps seul influence profondément la qualité de tes relations. Un homme qui ne supporte pas d'être seul, qui se précipite d'une relation à l'autre sans jamais prendre le temps de se retrouver lui-même, de se connaître, de développer une vie intérieure riche, cet homme arrive dans chaque nouvelle relation avec un vide à combler. Et ça se voit, ça se ressent. À l'inverse, un homme qui sait être seul, qui apprécie sa propre compagnie, qui a une vie intérieure et extérieure riche et satisfaisante même sans partenaire, cet homme arrive dans une relation avec une plénitude qui est profondément attractive. Il choisit l'autre à partir d'un endroit d'abondance, pas de manque. Et les relations créées à partir de cet endroit sont fondamentalement différentes. Je veux te parler de quelque chose que très peu de gens mentionnent quand ils parlent de relations amoureuses, et c'est la question de l'énergie que tu dégages dans ta vie quotidienne, en dehors de toute relation. Cette énergie, elle n'est pas abstraite, elle est très concrète, très perceptible, très réelle pour les personnes qui t'entourent. Un homme qui vit une vie qu'il aime, qui a des projets qui l'enthousiasment, des activités qui le nourrissent, des relations amicales qui l'enrichissent, un travail ou une mission qui lui donne le sentiment de contribuer à quelque chose, cet homme dégage quelque chose qu'on ne peut pas imiter ou performer, une vitalité, une présence, une légèreté fondamentale même dans les moments de défi. Et cette énergie-là est profondément, magnétiquement attractive. Elle dit, sans un mot, « Ma vie est pleine, je suis vivant ». Et si tu entres dans ma vie, ce sera une addition à quelque chose de déjà riche, pas un sauvetage d'un vide. À l'inverse, un homme dont la vie tourne principalement autour de la recherche d'une relation amoureuse, dont la bonne humeur dépend entièrement du statut de ses relations avec les femmes, dont les projets et l'énergie vitale sont en pause en attendant de trouver quelqu'un, cet homme dégage quelque chose de très différent, même s'il ne le dit pas explicitement, même s'il essaie de cacher cette dépendance. Elle se ressent dans la façon dont il parle de lui-même, dans l'intensité un peu trop grande de son intérêt initial pour une nouvelle personne, dans l'anxiété légère mais perceptible qui colore ses interactions, et ça repousse exactement les personnes équilibrées qu'il cherche à attirer, tout en continuant d'attirer celles dont la dynamique correspond à ce manque. Il y a encore la question de l'honnêteté dans la relation à soi-même, et c'est peut-être la plus fondamentale de toutes. Beaucoup d'hommes ont des histoires qu'ils se racontent sur eux-mêmes,
sur qui ils sont, sur ce qu'ils veulent, sur pourquoi leurs relations ont échoué, qui les protègent d'une vérité trop inconfortable à regarder directement. Elle était trop compliquée, protège de voir. J'ai choisi quelqu'un de compliqué parce que l'intensité du chaos me semblait plus réelle que la sérénité. Elle ne méritait pas mes efforts, protège de voir. J'ai arrêté de faire des efforts quand ça demandait de la vulnérabilité. Je n'ai juste pas de chance en amour, protège de voir. Il y a quelque chose dans mes choix et mes comportements que je dois vraiment regarder en face. L'honnêteté avec soi-même, pas la critique impitoyable, pas la culpabilité paralysante, mais la vraie honnêteté bienveillante, c'est le fondement de toute transformation réelle. Sans elle, on peut consommer beaucoup de contenu, écouter beaucoup de conseils, essayer de nouvelles stratégies et continuer à obtenir les mêmes résultats parce que le substrat profond n'a pas changé. La question de la patience est aussi essentielle dans ce contexte. Dans une culture qui valorise les résultats rapides, les transformations spectaculaires, les succès immédiats, la transformation relationnelle profonde a son propre rythme. Et ce rythme est souvent plus lent qu'on le voudrait. Changer des schémas qui se sont construits sur des années, des décennies parfois, ça ne se fait pas en quelques semaines de motivation intense. Ça se fait dans la durée, dans la consistance, dans l'engagement, à revenir encore et encore à ce qu'on a décidé de devenir, même les jours où on régresse, même les moments où on retombe dans de vieux comportements. La patience avec soi-même dans ce processus n'est pas de la complaisance. C'est une forme de sagesse qui reconnaît que la vraie croissance prend le temps qu'elle prend et que vouloir accélérer à tout prix crée souvent plus de résistance que d'avancement. Et pour finir sur ce sujet, je veux dire quelque chose qui me tient profondément à cœur. L'objectif de tout ce travail sur soi n'est pas de devenir parfait, ce n'est pas d'atteindre un état idéal où tu n'auras plus jamais de doute, plus jamais de peur, plus jamais d'erreur dans tes relations. L'objectif est de devenir quelqu'un de plus entier, de plus conscient, de plus aligné avec ses propres valeurs et ses propres besoins. Quelqu'un qui choisit à partir d'un endroit de clarté plutôt que de réagir à partir d'un endroit de peur ou de manque. Et quelqu'un qui, quoi qu'il arrive dans ses relations, reste ancré dans sa propre valeur et dans sa propre dignité. Cet homme-là, imparfait, en croissance, authentique, est profondément attractive. Pas malgré ses imperfections, mais souvent à cause de son rapport sain et honnête à celle-ci. Pour t'accompagner dans ce chemin, que tu vises un retour ou une reconstruction complète, ma formation gratuite est là. Devenir un alpha dominant qui comprend les femmes à 100%. Un module complet sur la reconstruction après divorce, comment se retrouver soi-même, comment créer une attraction profonde et durable, et comment ne plus jamais reproduire les mêmes schémas qui ont causé les problèmes précédents. C'est gratuit. Le lien est dans ma bio et dans la description. Clique et inscris-toi maintenant. Pour ceux qui sont à un point de leur vie où ils cherchent une nouvelle relation sérieuse, construite sur des bases vraiment solides cette fois, mon canal privé pour célibataires sérieux est ouvert. Formulaire de sélection requis, lien dans la bio et la description. Si cette vidéo vous a aidé dans un moment difficile de votre vie, si elle vous a apporté de la clarté ou du réconfort ou une direction et que vous souhaitez soutenir notre travail de création de contenu, dons libres via PayPal, tacticmarketing2024@gmail.com. Merci du fond du cœur. Vous êtes la raison pour laquelle on continue chaque semaine. Ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu traverses ou tu as traversé un divorce et est-ce que tu penses encore à un possible retour ou est-ce que tu as décidé de repartir vers quelque chose de complètement nouveau? Dis-moi dans les commentaires, sans jugement, je lis tout. Le divorce n'est pas nécessairement la fin de ton histoire d'amour. Mais même si c'est la fin d'un chapitre particulier, les plus beaux chapitres s'écrivent souvent après les plus douloureux. Continue d'avancer, abonne-toi. Je suis Isabella Cruz, à très bientôt.